la notion d'effondrement, elle est très 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 forte. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est très important. Et Arthur a fait des études d'ingénieur en aérospatial, déjà. Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, mais il a ça comme base, déjà. Et puis, par affinité, par goût, il a choisi de devenir un spécialiste des vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience. Ça va jusqu'à maintenant ? Ça va, mais ce n'est pas par goût. Ce n'est pas une affinité personnelle. J'ai aucune appétence pour ça, en réalité. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? C'est juste qu'il se passe des choses extrêmement graves. Il faut être là, il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper. Il faut étudier ça de près et essayer de comprendre comment on s'en sort, comment on réagit à ça. Donc c'est plutôt un sens du devoir qui m'a animé plutôt qu'une véritable envie. Si ça avait été l'envie, je ne serais pas devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je serais certainement en train de siroter un cocktail quelque part. Donc l'urgence, en fait. Hein ? L'urgence ? Un vrai sentiment d'urgence, oui. Et alors, vous avez un autre talent, ou une autre compétence, spécialiste de l'usage des récits, je regarde mes notes, spécialiste de l'usage des récits comme outil de transformation. Arthur Keller va nous expliquer ce qu'est le récit et comment on peut utiliser le récit justement pour faire face à cet effondrement ou à ces effondrements. Sur la fin de ma présentation. Sur la fin de la présentation. Vous voulez dire quelques mots parce que nous allons faire 1 heure de conférence pour vous laisser la parole et nous allons boucler à 16 heures. Donc on va vous laisser une demi-heure à vous pour que vous puissiez poser des questions. Merci de poser des questions plutôt que de nous raconter ce que vous savez ou ce que vous savez déjà. Et vous vouliez préciser quelque chose par rapport à la présentation ? Simplement, oui, il y a eu un petit malentendu, mais c'est de ma faute. C'est moi qui me suis trompé. J'ai préparé une présentation d'1 heure et quart. Je n'ai qu'1 heure. Donc il va falloir que j'aille d'une part très vite et d'autre part que je zappe sans doute 1 ou 2 petites choses sur lesquelles on va passer très vite. Voilà, je voulais vous dire ça. Mais en tout cas, merci d'être là. Et puis merci aussi au festival de m'accueillir parce que j'adore ce festival. Et je voulais aussi vous prévenir que c'est une présentation qui va être, surtout si vous ne connaissez pas ou pas bien le problème ou le sujet, qui va être difficile pour vous pendant au moins la première moitié. Ça va être pénible. Mais restez il va nous faire peur, en fait. Il va nous faire peur. Restez jusqu'au bout, parce que dans la deuxième partie, on voit tout de même des choses qu'on peut faire et des perspectives concrètes et positives, enfin, constructives, dirons-nous, qui émergent. Et c'est pour ça que Pascal a choisi d'inviter Arthur Keller. C'est parce que le festival Atmosphère, comme vous savez, est fondamentalement, depuis le début, nous sommes orientés solution, solution, solution. Oui, et pas moi. non, je suis orienté réponse pertinente, comment on peut réagir. Mais ce ne sont pas des solutions. Voilà, mais j'en parlerai après. Mais vous parlez d'outils de transformation, on s'approche de la solution. Oui, on se comprend, je crois. Nous sommes prêts ? Oui. Quand vous voulez. Oui, donc voilà, alors on va aller assez vite. Il faut que Quand on parle d'effondrement, tout de suite, on voit des choses comme ça dans sa tête. On a des images qui apparaissent, qui sont extrêmement fortes et très caricaturales. On va essayer de dépasser ça aujourd'hui. On va essayer d'aller derrière des choses qui sont peut-être un petit peu plus nuancées, même si, évidemment, en 1 heure, on ne peut pas expliquer tout de façon nuancée. Donc, je vous encourage à aller faire des recherches par vous-même pour creuser un petit peu sur ce sujet si ça vous intéresse. Mais on va parler avant tout de limites. Et pour comprendre la situation dans laquelle on est, pour comprendre éventuellement ce qu'on peut faire, évidemment, il faut comprendre un petit peu quel est l'enjeu, quelle est la problématique. Et aujourd'hui, ce que je vais développer ici, c'est qu'on est face à des limites et que les gens ne comprennent pas. C'est que souvent, on me dit « oui, bon, c'est bon, on sait ». Non, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la nature de la problématique. Ils voient un certain nombre de façons qu'a cette problématique de se manifester dans le monde. Ça peut être, par exemple, de dérèglement climatique. Ça peut être un problème de biodiversité, ça peut être des problèmes de ressources, mais tout ça ne sont pas des problèmes séparés. Il y a une cause primaire, et cette cause primaire, les gens ne la voient pas et ne la traitent pas. Et à partir du moment où on ne traite pas la cause primaire, on ne soigne jamais le mal, on ne soigne que ses symptômes. Et donc on est à côté de la plaque. Alors, ça je vais passer très vite dessus, parce que justement c'est une slide sur laquelle, c'est une diapositive sur laquelle j'avais prévu de passer 5 bonnes minutes, et je ne peux pas me le permettre. Disons simplement que lorsqu'un système complexe, c'est-à-dire un grand nombre d'éléments qui sont en interaction, lorsqu'un système complexe comme ça évolue dans le temps, lorsque par exemple on est sur une planète et qu'il y a un certain nombre d'éléments, des humains, d'autres espèces, des écosystèmes, des entreprises, des États, un certain nombre
d'éléments très différents qui ont des propriétés et qui interagissent les uns avec les autres avec plein de règles tacites et implicites pour certaines, et puis tout à fait explicites pour d'autres. Et à partir du moment où l'endroit où on se trouve a une limite, la Terre est finie. Alors certes, il y a quelques échanges d'énergie avec l'extérieur, mais c'est tout de même essentiellement un globe qui a des limites. Et bien, qu'est-ce qui se passe lorsque l'impact que nous avons sur la nature augmente? Voilà, on a un impact sur cette nature, la nature a des limites, que se passe-t-il? Bon, ben écoutez, soit on arrive à repousser ce qu'on appelle la capacité de charge, voilà. Et à ce moment-là, on peut continuer à croître, et tant qu'on repousse la capacité de charge, et bien à ce moment-là, ben rien n'empêche de continuer de croître. Mais à partir du moment où la capacité de charge, la capacité donc d'accueil de la planète, et à partir du moment où elle a une limite, eh ben, soit on arrive à rester en dessous de cette limite en faisant une évolution qu'on appelle sigmoïde, mais ça c'est un terme un peu... Bref, c'est la courbe en haut à droite. On arrive donc à tendre vers la limite, mais sans la dépasser. Et à ce moment-là, on peut continuer de croître, mais de moins en moins vite. On n'atteint jamais la limite et tout va bien. Par contre, à partir du moment où on traverse la limite, où on dépasse la limite, eh bien, il y a une petite période de temps pendant laquelle c'est encore possible, on peut dépasser la limite, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu de vivre sur le surplus, on attaque les réserves. Alors qu'est-ce que j'entends par là? L'empreinte écologique, ou l'impact plutôt écologique, dirait-on, de l'humanité sur Terre est de trois natures. Ce sont les pollutions que l'on rejette, ce sont les ressources qu'on utilise, et ce sont les dégradations que l'on cause. Bon, eh bien, la biocapacité, c'est la capacité, ou la capacité de charge, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va schématiser. En tout cas, la planète a une certaine capacité, d'une part, à absorber les pollutions qu'on lui envoie, d'autre part, à renouveler des ressources qu'on va utiliser, et enfin, à réparer les dégâts qu'on lui cause. À partir du moment où on dépasse cette limite, eh bien, ça commence à se dégrader. C'est-à-dire les pollutions qu'on envoie vont commencer à s'additionner, plutôt qu'à être gérées au fur et à mesure. Les ressources qu'on utilise, eh bien, on va commencer à attaquer des stocks qui ne sont pas renouvelables, et les dégradations qu'on cause, ça ne se répare pas assez vite, et donc ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. À partir du moment, donc, en bas à gauche, où ça se passe, soit on arrive à redescendre extrêmement vite sous la limite, et à ce moment-là, le système oscille autour d'un état d'équilibre qui fait qu'on peut imaginer que ça se stabilise, soit allègrement, on continue de croître, et il y a un point de décrochage à partir duquel la capacité de charge de la planète s'effondre. Et ça peut aller très vite. Donc on voit des écosystèmes, on leur applique une pression, il y a des espèces peut-être qui disparaissent dans cet écosystème, ils s'adaptent, ils se transforment, ils se tordent quelque part pour réadapter un petit peu leur fonctionnement, jusqu'à un certain point qui est un point de rupture au-delà duquel une espèce de trop, et c'est tout l'écosystème qui disparaît. Donc les effondrements comme ça, les chocs écosystémiques, ça existe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire, comme je vais l'expliquer. On a dépassé la limite depuis maintenant une cinquantaine d'années, 45-50 ans. On continue de croître et de vouloir croître. Derrière, il commence à y avoir des dégradations qui s'amplifient et donc la courbe en pointillé commence à baisser. Derrière, il y a une seule certitude. C'est que la courbe en trait plein ne peut pas durablement rester au-dessus de la courbe en pointillé. C'est impossible. On ne peut pas consommer plus que ce que ça donne. On peut pas. Bon. Donc, la courbe repasse en dessous. Donc soit on est en bas à gauche et nous-mêmes on arrive à repasser en dessous parce qu'on le veut mais ça demande des efforts terribles, soit on va le subir. Je passe rapidement sur les limits to growth. C'est une étude publiée en 1972 par des ingénieurs, des physiciens plutôt du MIT pour le Club de Rome qui avaient modélisé le système Terre, et je ne rentre pas dans les détails, selon leurs calculs et leurs modèles, en fonction d'un certain nombre de scénarios, il y avait dans presque tous les scénarios, un effondrement qui se produisait dans la deuxième moitié de ce siècle, c'est-à-dire en fait une baisse rapide de la population mondiale. Mais ça, ce n'est qu'un modèle, d'accord ? Ce n'est pas une prévision. N'empêche qu'il a été fait en 71, ce modèle, on est en 2019, et jusqu'à présent, on est vraiment, en tout cas, les courbes qu'ont suivi les différents éléments modélisés par ces modèles dans le monde réel, ressemble très fort à un des scénarios qu'ils avaient modélisé, qui est le scénario business as usual, c'est-à-dire on ne change rien, on continue comme avant. On est vraiment très proche. Ça fait 50 ans à peu près que ce modèle reste valide, et ça force le respect. Aujourd'hui,
un certain nombre de données du monde, que ce soit l'usage de l'eau, l'usage de la production de papier, la production d'énergie primaire, la population en haut à gauche. Ça, c'est dans le monde humain. À droite, c'est dans le monde naturel. Ça va être la perte de forêts tropicales, ça va être la dégradation de la biosphère terrestre, ça va être l'ozone stratosphérique, etc. Un certain nombre de ces courbes augmentent rapidement. Ça ressemble un petit peu à ce qu'en mathématiques on appelle une exponentielle. Et donc il y a cette explosion terrible qui a été appelée la grande accélération par des physiciens. Et on est dans ce monde-là. Certains appellent ça l'anthropocène. Il y a des débats sur le mot, mais passons. Et donc il y a des limites à cette planète. Il y a des travaux du Stockholm Resilience Center, à Stockholm, donc, qui ont des travaux qui ont défini 9 grandes limites à ne pas franchir sous peine de sortir d'une zone de stabilité pour la vie sur Terre. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé plusieurs de ces seuils. Ce sont des seuils pour certains qui sont connus, disons qui sont évalués de manière assez précise. D'autres, bon, c'est flou, c'est plus flou. Mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que au niveau du climat, en haut, on a dépassé la limite, et c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe. C'est encore bien pire sur la biodiversité en bas à gauche, et on a aujourd'hui dépassé les limites, c'est-à-dire qu'on est sorti de la zone de stabilité pour les cycles biogéochimiques, c'est-à-dire le cycle de l'azote et le cycle du phosphore surtout. Phosphore, là, sur ce schéma, c'était quand? C'est 2009. Oui, mais depuis, ça a dépassé la limite, sur le phosphore également. Et donc aujourd'hui, il est temps d'inverser la charge de la preuve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, des gens comme moi sont facilement caricaturables. On va dire, oh, mais c'est un point de vue, c'est un hurluberlu, c'est un extrémiste, c'est un fanatique, c'est un pessimiste, etc. Excusez-moi. Et bien évidemment, les gens sérieux se projettent dans le futur d'une manière radicalement différente, en pensant qu'on va réussir à rendre tout ce truc-là soutenable, et vers l'infini et au-delà. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à envisager que ça va finir, cette civilisation dans laquelle on est? Je dis civilisation parce que ça touche quasiment toute la planète. C'est ce que certains appellent la civilisation thermo-industrielle. Enfin, grosso modo, c'est tous les gens sur cette Terre qui dépendent de près ou de loin du pétrole. Et il se trouve que quasiment tout le monde, une grande majorité de la population terrestre aujourd'hui, humaine, dépend du pétrole, directement ou indirectement. Bref, pourquoi on n'arrive pas à envisager cette fin de la civilisation? Parce que par continuité, si vous voulez, par prolongation tendancielle, rien ne permet d'imaginer ça. Alors, je vous donne un exemple. Regardez quelque chose qui vit, quoi que ce soit, un être qui vit. Il est né, il a grandi, il est encore vivant. S'il vit, c'est qu'il n'est pas encore mort, a priori. Est-ce qu'on peut, en regardant juste sa trajectoire jusqu'à présent, prévoir sa mort? Impossible. Impossible de se dire, il va mourir. C'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Mais pourtant, on le sait. On sait pourquoi. Parce qu'on a un retour d'expérience de toutes les formes de vivants. Et on sait qu'un être vivant, ça naît, ça vit, ça meurt. C'est pareil pour les civilisations. Si on regarde que la nôtre, rien ne permet de savoir qu'elle va s'effondrer. Si on regarde l'ensemble des civilisations, les civilisations s'effondrent d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est lié justement à une biocapacité qui a été dépassée par un impact, mais pas toujours, il y a plein de raisons, effectivement, possibles. En tout cas, une civilisation, ça s'arrête. La nôtre s'arrêtera. Point barre. Quand, comment? Là, c'est des questions qu'on peut se poser. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tour extrêmement rapide, et je vais accélérer à mort. Et si vous voulez en savoir un peu mieux, un peu plus, rentrer en profondeur, à ce moment-là, il y a une ou deux conférences de moi qui existent où je vais être un petit peu plus calme qu'aujourd'hui, parce que là, je n'ai pas le temps. Mais je vais vous faire un panorama du monde naturel aujourd'hui. Le monde naturel, il est composé de 6 sphères, entre guillemets. La première, c'est la lithosphère, c'est le manteau rigide de la Terre. On en extrait les combustibles fossiles, par exemple, comme le pétrole ou le charbon. Sauf que pour le pétrole, on a un problème d'IROI. En français, on dit TRE, j'aurais dû mettre ça, c'est le taux de retour énergétique, c'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'énergie qu'on sort du sol. Ce qui compte, c'est la quantité d'énergie dont nos sociétés disposent pour fonctionner, une fois qu'on a déduit la quantité d'énergie qu'il a fallu investir au départ pour aller chercher cette énergie. Donc ce qui compte, ce n'est pas le nombre de barils qu'on sort du sol, c'est le nombre de barils qu'on sort du sol, moins le nombre de barils qu'il a fallu investir pour aller chercher ces barils. Et encore, si vous voulez aujourd'hui, si vous voulez, le nombre de barils produits au niveau mondial, en mélangeant le pétrole conventionnel et le non conventionnel, est à peu près stable depuis 2006. À peu près stable. Mais en réalité, il y a de moins en moins de pétrole conventionnel. La plupart des pays producteurs de brut de pétrole conventionnel sont déjà en déclin. Et donc, la plupart des pays sont en train de recourir à des pétroles non conventionnels, qui, eux, demandent beaucoup plus d'énergie en amont que le pétrole conventionnel.
Ce qui fait que même si le nombre de barils qu'on sort est à peu près équivalent, la quantité d'énergie qu'on en retire pour nos sociétés, elle est en baisse. Le charbon. Ah ben, s'il n'y a plus de pétrole, on fera du charbon liquéfié. Hein, ça marche aussi bien, pas pour le plastique, mais ça marche pour les véhicules. Bon, c'est une horreur environnementale, mais on sait le faire. Mais le problème, c'est que pour aller chercher le charbon, on ne sait pas le faire sans pétrole. Les métaux. On a des problèmes de métaux. La concentration de certains métaux, pas tous, mais beaucoup de métaux, dont certains tout à fait critiques et stratégiques, est en train de baisser rapidement. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on est obligé de bouger beaucoup plus de terre, des fois des montagnes entières, pour aller chercher certains minerais, alors qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus facile d'accès. C'est la raison pour laquelle on rouvre aujourd'hui des mines qui étaient considérées éteintes. La concentration était devenue si faible que c'était inexploitable. Aujourd'hui, avec la technique ayant évolué, on va rouvrir des mines qui étaient considérées en fin d'exploitation. Le sable, alors il y en a devant, alors il n'y a pas de problème de sable, en tout cas j'ai vu à Courbevoie, mais il y a un problème de sable au niveau mondial, je parle de sable de construction. Parce qu'il y en a beaucoup dans le désert, sauf que le sable du désert ne sert à rien en construction, il n'accroche pas. Il faut du sable marin ou du sable de certains types de carrières, et il se trouve que il y a une pénurie. Et il se trouve que, quand il y a une pénurie, il y a des mafias qui s'installent, des mafias qui volent le sable, qui vont voler des plages entières, des littoraux entiers de sable, par exemple en Afrique. Il se trouve que Singapour doit exporter son sable de construction d'Australie, par exemple. Il y a un vrai problème de sable. C'est problématique, vous allez voir pourquoi. Puis il y a le phosphore, on pourrait en parler aussi. Oh, le phosphore, c'est pas très grave, c'est juste quelque chose sans lequel aucune vie n'est possible. Ça fait partie des composants de l'ADN, ça fait partie de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie, grosso modo, dont a besoin la cellule, n'importe quelle cellule, de n'importe quel être vivant, plantes, animaux, champignons, bactéries, pour vivre. Et il se trouve que le pic de phosphore va être atteint dans les années 2030 ou 40, selon les experts. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ça va être une ressource contrainte. Or, aujourd'hui, on a tué les sols. Pas partout, heureusement, mais enfin, dans nos pays à nous, où ça a été en intensif pendant des décennies, on a tué les sols. Les sols ne peuvent pas faire pousser une fraise. La raison pour laquelle ça pousse, c'est parce qu'on amène artificiellement des fertilisants NPK, voilà, avec du phosphore à l'intérieur, qui vient de mines, de carrières ou de mines. Voilà. Et il se trouve que si ça s'arrête, si le flux s'arrête, les sols sont morts, quasi morts, quasi morts. Et pour les faire revivre, quand c'est possible, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans, des fois même plus. Ça dépend de l'état du sol. Donc il faut anticiper là-dessus. Il ne faut pas attendre le jour où il y aura une rupture d'approvisionnement en phosphore parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde et que la France sera plus assez puissante diplomatiquement et que le phosphore ira à un autre pays, à une autre puissance. Il ne faut pas attendre ce moment-là où, oups, on n'a plus de phosphate, les gars, pour dire on va changer de modèle agricole. Parce que la phase transitoire, elle s'anticipe au moins de 10 ans. Donc voilà, on a un petit problème de phosphore. Tout ça, c'est un problème de stock, mais c'est souvent, en fait, plutôt un problème de flux. C'est-on capable de sortir tout ce qu'il nous faut d'une manière continue pour garantir des flux d'approvisionnement à flux tendu pour nos sociétés. Typiquement, regardez le Venezuela. Le Venezuela est en effondrement, très concrètement aujourd'hui. Le Venezuela est le pays qui a les plus grosses réserves de pétrole au monde. Bizarre, hein ? Mais ce n'est donc pas un problème de stock, c'est un problème de est-ce qu'on est capable d'aller le sortir. Et ça, ce n'est pas une question purement géologique, c'est à la fois géologique, technique, industrielle, c'est lié au marché, au prix c'est lié à la géopolitique, quel prix du pétrole, est-ce que c'est rentable de l'exploiter ou pas, enfin, c'est très complexe. Donc ce n'est pas juste une question de il n'y a plus de pétrole dans le sol, non, du pétrole, il y en aura toujours dans le sol. Mais est-on capable d'aller le chercher et de fournir ce flux qui est extrêmement intense. Aujourd'hui, voilà les découvertes depuis 1947. Voilà la tête de la courbe des découvertes de pétrole conventionnel. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous consommons 6 fois plus de pétrole qu'on en trouve. Voilà, donc on est sur nos réserves. Et je peux vous dire que dans la quasi-totalité des institutions françaises et internationales, mais alors particulièrement françaises, cette question passe pour de l'hurluberlisme. Le pic pétrolier, foutaise. Le pétrole fournit 35% seulement, on pourrait dire, de l'énergie primaire mondiale, mais le problème, c'est que pour aller chercher tout le reste, aujourd'hui, on ne sait pas faire sans pétrole. Donc il y a un véritable problème avec le pétrole, quoi qu'ils en disent. Regardez ça, c'est joli, c'est ce qu'on appelle un bulldozer, il est particulièrement gros. Hein, la petite cabine en haut, bon, ça fait à peu près 3 mètres de haut. Si vous voulez, le pneu, là, fait à peu près la taille, il est plus grand qu'un homme, le pneu.
Si je vous montre ça, c'est pour que vous voyez ensuite à quel point il est petit, ce bulldozer, par rapport à cette excavatrice à godet. Une excavatrice à godet qui elle-même est toute petite, puisqu'il y en a plein, des excavatrices à godet, dans ce champ. Ça, c'était une forêt extrêmement riche en Allemagne il y a à peu près un siècle. Aujourd'hui, voilà ce que c'est. C'est une des plus grosses mines à ciel ouvert d'Europe. Vous voyez le gigantisme, jusqu'où on est prêt à aller pour quelques minerais. Et on va y revenir là-dessus. Aujourd'hui, on est pris au piège dans un étau, qui est d'un côté, on a un flux énergétique qui s'est accéléré terriblement. De l'autre côté, il y a un flux matériel qui, lui aussi, s'est accéléré extraordinairement. On est passé, pour les matériaux, tout simplement du renouvelable au non renouvelable. Et donc, on a des minerais de moins en moins concentrés. Et donc, l'extraction des matières premières requiert toujours plus d'énergie. L'énergie est toujours moins accessible. La production d'énergie requiert toujours plus de matières premières. Vous voyez le problème? C'est que s'il n'y avait qu'un problème d'énergie, à la rigueur, on pourrait peut-être le gérer si on avait des matières infinies, si vous voulez, matériaux et de minerais à l'infini. Si on n'avait que le problème des minerais, mais qu'on avait de l'énergie infinie, je ne suis pas sûr que ça soit très positif mais pour la planète, parce qu'on détruirait beaucoup, mais malgré tout, on pourrait gérer ce problème. L'un entraînant l'autre, c'est un cul-de-sac. On ne sait pas gérer cette boucle de rétroaction positive. Et puis en plus, si on regarde un petit peu la géopolitique de tout ça, regardez les principales ressources minérales au monde, et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose en Europe, surtout en France. Si on regarde par exemple les métaux, les principaux métaux, il n'y a absolument rien en France. On est entièrement dépendant et donc tributaire de réseaux d'approvisionnement qui nous dépassent, qu'on ne maîtrise pas. La deuxième partie du monde naturel, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau, les rivières, les nappes phréatiques. Alors voilà l'état de l'hydrosphère. Pollution, déchets, voilà. Acidification, barrière de corail, où il y a plus de 25% des espèces marines qui vivent là, c'est en train de mourir à la vitesse grand V. Partout. Réchauffement. Bon, ça se réchauffe, les océans absorbent 93% de l'énergie qui est rajoutée dans le système Terre par les gaz à effet de serre. Les océans se réchauffent beaucoup plus vite que ce qu'on avait cru au départ. Montée des eaux, voilà, ça s'accélère un petit peu, on est à peu près à 3,5 mm par an aujourd'hui. Salinisation, c'était une jolie zone où on cultivait il n'y a pas si longtemps, au Bangladesh, sauf que voilà, la montée des eaux ça a salinisé les nappes phréatiques et c'est devenu ça. Et puis l'assèchement, ça c'est le Rhône en juillet 2018. Zones mortes aussi, des zones où il n'y a pas d'oxygène, rien ne peut vivre. Ça, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène en multiplication. 4 fois plus de zones mortes qu'en 1950. Donc voilà l'état de l'hydrosphère. Ensuite, la troisième sphère, c'est la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces de la planète, les glaciers, les inland seas, les calottes glaciaires, les banquises, le permafrost. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça fond. Et ça fond beaucoup plus vite que ce que les modèles avaient prédit. Il y a une accélération depuis quelques années qu'on n'avait pas anticipée. Et donc voilà, si vous voulez regarder quelle est la... ça ne part pas? Eh bien, vous ne saurez pas. Voilà, ça ne veut pas partir. C'est pas grave. C'était une visualisation du volume de glace arctique qui diminue d'année en année depuis des décennies. Mais passons. La quatrième dimension du monde naturel, c'est l'atmosphère. On est bien passé ici pour en parler. Voilà, je ne vous présente plus l'atmosphère. Voilà un petit peu la tête qu'a la courbe des gaz à effet de serre depuis l'an 1, depuis le début de notre ère. C'est ce qu'on appelle clairement une exponentielle. Alors pas au sens mathématique strict du terme, bien évidemment. Mais enfin, on est très proche d'une superbe exponentielle. Dans un monde fini, l'exponentielle fait mauvais ménage. La cinquième partie du monde naturel, c'est la biosphère, l'ensemble du vivant de la planète. Là, c'est une hécatombe. Je vous disais tout à l'heure, c'était le cardan en bas à gauche dans les limites planétaires. C'est l'hécatombe. On a 60% des vertébrés qui ont disparu en 44 ans, entre 1970 et 2014. 60% de l'ensemble des vertébrés au niveau mondial. Alors les vertébrés, juste pour que vous preniez conscience, c'est les mammifères terrestres et marins, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les... Qu'est-ce que j'ai oublié? Et les poissons. 60%. Il y a plein d'autres chiffres. Je pourrais vous assassiner de chiffres en réalité. Il y en a plein. On s'en fiche des chiffres, finalement. C'est juste pour avoir une idée. Parce que derrière, c'est beaucoup de souffrance aussi.
Les espèces ne disparaissent pas comme ça par enchantement. Un, c'est nos modes de vie qui les font disparaître. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, mais c'est juste, voilà, c'est factuel. C'est pas de votre faute à vous, mais c'est comme ça. C'est nos modes de vie qui entraînent ça. Et accessoirement, ils ne s'éteignent pas dans la joie et l'allégresse. C'est des milliards d'animaux qui crèvent de faim, de soif, etc. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, si on regarde au niveau mondial, l'espèce humaine, ça c'est le poids, c'est la masse que représentent les différentes espèces de mammifères terrestres, pour être précis. Et si on regarde l'espèce humaine au milieu en bleu, à gauche on a les bovins, en dessous on a tous les animaux d'élevage, c'est en marron, voilà, les moutons, les chèvres et les cochons. Et les petits carrés verts, c'est ce qui reste au monde sauvage. On a exterminé entre 94 et 96% de la faune sauvage en un peu plus d'un siècle. La sixième et dernière partie du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et là, que nous disent les experts ? Les experts des sols nous disent que 75% des terres au niveau mondial sont dégradées, dans un état critique pour la plupart d'entre elles, à cause des activités humaines, à cause des activités minières, de l'exploitation également des produits pétroliers et de l'urbanisation. Les activités agricoles aussi. Enfin, en février dernier, la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation, nous a indiqué qu'il y avait un haut risque de pénurie alimentaire mondiale. Donc voilà. Bon, ça déjà, premier, je vous ai expliqué, je vous avais dit que c'était pas rigolo. Premier topo, voilà, on fait un petit débriefing. Le monde naturel, c'est ça, son état observable, constaté. Il n'y a pas d'opinion vers ce que je vous ai donné. Depuis que j'ai commencé à parler, je ne vous ai jamais donné mon avis sur quoi que ce soit. Je vous sors des chiffres qui sont les plus solides, les plus officiels. Il en existe des plus alarmistes encore, mais j'ai pris les plus officiels. Et voilà. Et puis là-dessus, on a construit notre monde à nous, l'anthroposphère, le monde humain. Voilà, donc vu de l'espace, on voit beaucoup d'électricité, pas partout, vous remarquerez, mais on voit des réseaux électriques extrêmement grands. Voilà, ça c'est les navires qui circulent. Ça, ce sont les avions qui volent. Et c'est quoi ? Ça va être les constructions, ça va être les produits, les objets, les déchets, et nous. Et l'anthroposphère explose. C'est une exponentielle d'exponentielle. C'est incroyable. Le taux d'augmentation de l'empreinte de l'humanité sur la planète dépasse l'entendement. Ça donne ça. Ça donne qu'aujourd'hui, et depuis environ, comme vous pouvez le voir, le début des années 70, selon les travaux qui font référence, mais on ne peut pas dire que c'est une parole d'évangile, que c'est un absolu. Ce sont des conventions de calcul qui ont été mises au point par des scientifiques dans le cadre du Global Footprint Network. J'ai peut-être même oublié de mettre leur logo, mais ce n'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qu'ils disent ? D'après eux, depuis 1971 à peu près, on est passé en déficit écologique, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'impact qu'on a sur la planète dépasse la capacité de charge de cette planète. Alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez sincèrement que nos sociétés peuvent survivre et continuer alors que tout le reste du monde naturel est en effondrement observé, ou des fois en pré-effondrement, ou en atteinte de limites ? Mais qui peut dire ça ? Qui peut prétendre ça 3 secondes ? Pour autant, je suis d'accord, le génie humain est sans limite, vous allez me dire. Ouais, on va en discuter. Parce que le fait est que la descente énergétique et matérielle des prochaines décennies, on n'y échappera pas. Ce n'est pas une question de volonté politique ou d'innovation technologique. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. La descente énergétique et matérielle, tout va se jouer sur la rapidité de cette descente. Si elle n'est pas très rapide, on peut la gérer. La raréfaction, ça se pilote. Si elle est très rapide, il y a des ruptures d'approvisionnement, des pénuries, ça ne se pilote pas. Ça, c'est le chaos. Et pour essayer de faire en sorte que ce soit pilotable jusqu'à un certain point, et que du coup, ce ne soit pas le chaos total pour nous, mais aussi pour le monde vivant, parce que si les sociétés humaines s'effondrent, il ne faut pas penser qu'elles vont laisser le reste du monde vivant vivre tranquillement. Donc si on veut essayer de pouvoir gérer ça, il faut l'anticiper. Comment on anticipe tout ça ? On va y venir après. Je continue un petit peu parce que je voudrais que vous compreniez bien l'état de la vulnérabilité dans laquelle nous vivons. On se croit hyper fort. Le triomphalisme humain est d'une puissance extraordinaire. C'est d'ailleurs ça qui a fait que nous avons eu un succès fou dans l'évolution. Trop. Mais aujourd'hui, nous sommes extrêmement vulnérables. Vulnérables parce qu'on est dépendants pour toutes nos vies. Chaque objet ici dans cette pièce,
Chaque activité que vous faites directement ou indirectement a nécessité à un moment une chaîne d'approvisionnement. On a des chaînes d'approvisionnement à flux tendu qui nécessitent toutes des transports dont 97% dépendent du pétrole. On a des réseaux de transport, de télécommunications, d'eau, de gaz, d'électricité. On a des infrastructures qui elles-mêmes dépendent pour leur bon fonctionnement et leur maintenance d'un apport perpétuel d'énergie et de matériaux. Aux États-Unis, par exemple, ils évaluent qu'il faudrait sortir à peu près 4500 milliards de dollars dans les 6 prochaines années, juste pour maintenir les infrastructures qui sont en décapilotade. En capilotade. On dépend de ça, de technologies qu'on a mises partout, qui sont formidables, c'est génial, purement génial, mais qui nous ont profondément vulnérabilisés, qui nous ont rendus dépendants, tributaires. Et maintenant, on est complètement vulnérable à des ruptures d'approvisionnement, des pannes, et puis même des cyberattaques maintenant, des hackings. On va vous mettre des technologies partout, des réseaux intelligents qui sont extrêmement vulnérables. On se vulnérabilise. Et enfin, on est entièrement dépendant de ça. Des marchés financiers qui ne connaissent, comme disait je ne sais plus qui ne connaissent que deux émotions, pardon. Ils ne connaissent que 2 émotions, c'est soit le marasme le plus total, soit c'est l'euphorie. Mais il n'y a pas d'entre-deux. On a des marchés financiers dont la finalité est court-termiste, à l'opposé essentiellement de l'intérêt collectif, et encore plus de l'intérêt collectif durable, et on dépend tous de ça. Vous ne pouvez pas vivre, en tout cas j'imagine, sans gagner votre vie. Vous ne pouvez pas gagner votre vie sans avoir un compte bancaire. Si on vous paye sans passer par un compte bancaire, ça s'appelle du black. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ou pas possible, je dis juste que c'est officiellement illégal. Donc en théorie, vous devez avoir un compte en banque. Et quand bien même votre mode de vie serait parfaitement cohérent et que vous arriveriez à descendre votre niveau de vie, etc., tout cet argent que vous mettez sur votre compte est utilisé par vos banques pour spéculer, je ne vais pas vous dire sur quoi, mais beaucoup sur les combustibles fossiles et beaucoup sur des choses qui rapportent très cher. Donc même si vous êtes exemplaire, il y a un problème. Alors quoi? C'est toujours plus, c'est ça demain? C'est plus vite, plus haut, plus fort? C'est ouais, Paris 2050, ça va être génial. Parce qu'on va mettre des super technologies partout, et puis on va construire des trucs avec, on ne sait pas exactement où c'est qu'on va trouver tous ces matériaux, mais bon, bref, passons, on est super géniaux, donc on va trouver. Et puis vous remarquerez, hein, il fait beau, il n'y a presque personne dans la rue, tout ça c'est beau. C'est beau. Voilà. Donc est-ce que c'est ça le futur? Est-ce que le futur, c'est ça, des voitures électriques autonomes partout. Vous savez qu'une voiture autonome, une seule, c'est 4 téraoctets de données par jour qui transitent par le réseau. S'il y en avait 10 millions sur Terre, et ce n'est pas ce qu'on nous promet, on nous promet des milliards d'ici 2030. Si on en avait 10 millions sur Terre, il faudrait multiplier par plusieurs fois Internet. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la volumétrie des données, juste par les véhicules, correspondrait à, aujourd'hui, plusieurs fois l'intégralité d'Internet. Je vais passer là-dessus, trop compliqué, excusez-moi. Voilà, le fait est que on ne va pas trouver les solutions si on ne s'attaque pas au bon problème. À moins d'être un Shadok, peut-être. Le dérèglement climatique n'est pas un problème, c'est un symptôme. Je veux insister là-dessus. Mais c'est valable pour n'importe quoi. Vous pouvez remplacer le dérèglement climatique par l'érosion de la biodiversité, par les problèmes de ressources, etc. Ce n'est pas un problème, c'est un symptôme. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter le symptôme. Si vous avez mal au crâne, prenez du paracétamol ou de l'aspirine, ou alors faites de la méditation. Enfin, en tout cas, trouvez quelque chose qui fait que le mal va disparaître. Traitez le symptôme, effectivement, ce sera mieux. Donc ce qui est entrepris aujourd'hui pour, on va dire, décarboner les sociétés, faire en sorte que la crise climatique s'apaise, c'est très bien, il faut le faire. Mais est-ce que c'est une solution? Non, ce n'est pas une solution. Non. On ne résout rien. On s'attaque qu'aux symptômes. Je vais vous expliquer ça. Voilà le problème. C'est que la civilisation dans laquelle on vit est une machine thermodynamique qui transforme la nature en déchets. En amont, on prélève de la nature des ressources. Au milieu, c'est ce qu'on appelle la civilisation. On utilise ces ressources avec de l'énergie, on les transforme, on en fait des biens et des services. En aval, on rejette des déchets et des pollutions qui sont liquides, solides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre.
Et le dérèglement climatique est une conséquence de tout ça. Alors si on arrivait à soigner cette conséquence, ce serait super, une fois de plus, il faut le faire, mais ça ne changerait pas le problème. Ce qui se passerait, c'est que la pression se déplacerait ailleurs dans le système et qu'on resterait face au problème fondamental qui est que notre civilisation est une méga machine d'annihilation du vivant. On détruit tout. Lorsque l'on parle, par exemple, de transition énergétique, c'est très bien, mais la transition énergétique, pour fonctionner, doit être vue comme un élément d'une vaste palette de solutions et de stratégies à développer qui s'attaquent globalement, non pas juste aux différents problèmes tels qu'ils se manifestent, mais à la cause primaire. Ça veut dire quoi? Un ensemble de stratégies qui visent à changer de civilisation. Je sais que ça fait peur. Mais le truc, c'est que voilà, on va continuer combien de temps avec les mêmes stratégies? Combien de temps? Regardez, ça c'est les COP. La COP 0 au tout début, là on est bientôt à la COP 25, et ça c'est la concentration de gaz à effet de serre. Vous voyez beaucoup de... Non, parce qu'il y a des milliards investis, des marchés du carbone, des smart tech, des green tech, tout ce que vous voulez tech. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nos outils ne sont pas adaptés aux problèmes. Et voilà ce qu'on risque. Ce qu'on risque, c'est qu'il y a 14 000 ans, voilà ce que c'était que l'Europe. L'Europe, c'était la moitié nord de l'Europe, c'était sous plusieurs kilomètres de glace, et la moitié sud, c'était de la steppe aride et de la toundra. Et ça, c'est 5 degrés de différence en température moyenne globale. 5 degrés. Et le passage d'il y a moins 5 degrés à aujourd'hui, ça a pris entre 14 et 20 000 ans. Aujourd'hui, on a une différence de même ordre entre 1 et 2 siècles. Et en 14 000 ans, la flore peut s'adapter et la faune peut bouger. En 200 ans, quand en plus on a des routes partout, et des infrastructures, et des villes, et des gens qui chassent partout, non, ça ne peut pas s'adapter. Aujourd'hui, voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà ce que consomme un Français, et si on voulait... Parce qu'on dit, oui, les dirigeants, oui, il faut respecter les accords de Paris. Oui. Voilà ce qu'on devrait émettre. Il y a une grosse différence. Je peux vous dire que ce n'est pas un effort de notre part que de passer de la première ligne à la deuxième. C'est un changement de civilisation, ça. On n'en parle pas assez souvent, comme si la technologie allait nous permettre de passer de la première à la deuxième ligne. Non! Il faut un plan Marshall. Il faut se bouger. Tous. Tous. Alors on me dit souvent, oui, mais c'est pas nous. Quand même, c'est pas nous les responsables. C'est eux. On est d'accord. C'est pas nous les coupables. Moi, je m'en fiche de savoir si on est coupable du passé. Le fait est qu'on est tous responsables de l'avenir. Et il faut se prendre en main. Et ça passe par différents chemins. Changer nos modes de vie à nous. Et puis, effectivement, essayer de peser sur les politiques. Soit par des démarches politiques, soit par des démarches citoyennes, soit par de la résistance, ou des choses qui sont plus ou moins extrêmes, plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins hardcore. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. On est un peu mou. Hein, tous un peu mou. Moi aussi, hein. J'ai pris du ventre. On est tous un peu mou. Au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans l'article 3, alinéa 5 de la CCNUCC, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte cadre qui encadre les COP, les conférences climatiques de l'ONU, voilà ce qu'on trouve, qu'il y a un impératif de croissance économique pour arriver, ma bonne dame, à ensuite mettre de l'argent dans des super technologies qui vont nous permettre de résoudre le problème. Ça part du principe que le marché fonctionne et ça part du principe que que la solution est technologique. Ce sont deux dogmes. Ce sont deux idéologies. Rien ne le prouve, l'expérience du monde réel tend à démontrer l'exact contraire. Ce n'est pas la bonne stratégie, on n'arrivera à rien. La croissance économique, c'est le premier facteur de gaz à effet de serre, par exemple, mais de destruction de l'environnement. Et puis surtout, on ne parle que des gaz à effet de serre. On va nous dire, mais oui, mais on va découpler. On va réussir, parce qu'il y a des super technologies, on va réussir à émettre moins tout en continuant à faire croître le PIB. Mais si. Déjà... c'est pas vrai, jusqu'à présent. Il y a 1 ou 2 cas exceptionnels qui ont réussi à le faire, mais seulement localement et temporairement. Mais faire ça au niveau global, durablement, on ne sait pas faire. Mais surtout,
arrêtons de nous focaliser sur juste ça, parce que si on regarde les autres dimensions de l'équation, notamment les ressources qu'on utilise, et notamment les dégradations qu'on cause, et les pollutions qu'on rejette, là, il n'y a pas de découplage. Il y a une explosion de tous ces impacts négatifs sur la société, sur la nature, à mesure que l'on croît. Du verbe croître. Ah oui, j'étais là parce que les objectifs du développement durable de l'ONU sont très très bien, ils sont très chouettes, mais c'est beaucoup de bien-pensance. Je pense qu'il y en a plein qui sont atteignables et qu'il faut les atteindre et c'est super. Par contre, ils ne seront pas tous atteignables, c'est juste impossible. Impossible. Parce qu'il y a un paradoxe là-dedans. Le paradoxe, c'est le numéro 8. Travail décent, ok, ça d'accord, et croissance économique. Il faut de la croissance économique, c'est l'objectif numéro 8. Mais si on atteint l'objectif numéro 8, je peux vous dire que la plupart des autres, on ne les atteindra pas. La technologie, c'est super. La technologie, elle n'a de sens aujourd'hui que pour créer une nouvelle civilisation. La technologie, elle n'a de sens aujourd'hui que pour détechnologiser le monde. Pour faciliter comment dire, la technologie peut nous aider à être plus efficaces dans notre invention de stratégies pour détechnologiser le monde, pour en tout cas décomplexifier le monde et nous rendre plus autonomes, moins dépendants, totalement junkies de ces technologies. On en arrive à la question de l'effondrement. Est-ce que ça va s'effondrer? Il y a peut-être plusieurs effondrements d'ailleurs. Est-ce que c'est un ou plusieurs? Le fait est que chaque société pour fonctionner a besoin d'énergie. À mesure que l'énergie nette, le taux de retour énergétique dont je vous parlais tout à l'heure, Leroy, à mesure que ça va baisser, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire ou plus aussi bien. Et progressivement, on va redescendre dans les étages bas de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Ce n'est pas cette pyramide-là, c'est une autre. Mais grosso modo, pour avoir une société dans laquelle il y a beaucoup d'art et un système de santé, de l'art subventionné, j'entends, à un certain niveau, un système de santé performant, un système d'éducation, instruction publique, etc. Pour que tout ça fonctionne, il faut beaucoup d'énergie. À mesure que l'énergie nette dont on va disposer va s'amenuiser, les structures même de nos sociétés vont être ébranlées. Selon Dmitri Orlov, ce n'est pas un gars que j'aime beaucoup pour être franc avec vous, parce qu'il est un peu fasciste, mais pour autant, je le cite quand même parce que son bouquin, Les 5 stades de l'effondrement, est vraiment extrêmement intéressant. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que l'effondrement se passe comme une série de pertes de confiance. Si on perd de confiance dans le système bancaire, on a un effondrement financier. Si ça continue, ça va plus loin, on perd la confiance dans le marché carrément, et c'est un effondrement économique et commercial. Et si derrière les institutions, l'État n'est plus capable de gérer ça, on perd la confiance dans l'État, et c'est un effondrement politique. Et si ça va encore plus loin, alors on perd la confiance dans les solidarités sociales locales. C'est-à-dire que si on ne peut plus compter sur l'État et qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes, si ça ne suffit pas parce que ça continue à se déliter, les gens peuvent perdre confiance les uns entre les autres, on a un effondrement social. Et alors vraiment, tout à la fin, si vraiment on perd confiance dans l'humain, mais ça ne s'est produit a priori qu'une seule fois, en tout cas de notre connaissance, dans l'histoire du monde, alors là, carrément, c'est un effondrement culturel. À tout ça, évidemment, il faut rajouter l'effondrement écologique qui se passe en parallèle de tout cela. Typiquement, l'effondrement de l'ex-URSS, c'était un effondrement social, un effondrement de rang 4. Certains disent de rang 3. Bon, ce n'est pas non plus une théorie carrée, quoi. On tâtonne un petit peu. On est dans un effondrement de rang 4 au Venezuela aujourd'hui. On est dans un effondrement de rang 5 si on va au Yémen. Oh, on est entre 4 et 5. On n'est pas encore tout à fait à 5 parce qu'il y a quand même des gens qui s'entraident, heureusement. Et donc voilà, on y arrive, on y arrive. Il nous faut développer une résilience. La résilience, c'est quoi? C'est notre capacité à rester opérationnel, à maintenir des fonctions vitales essentielles lorsqu'il y a un énorme choc comme ça qui se produit. Et la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'on ne va pas l'éviter, mais on peut l'orienter, on peut faire en sorte que ce soit plus ou moins gérable, on peut l'anticiper pour être capable justement que ça aille plus ou moins vite, que ce soit un effondrement d'un rang inférieur, que ce ne soit pas un effondrement total, que ce soit un effondrement graduel, etc. On peut jouer là-dessus. Et on joue dessus en devenant résilient, donc. Et ça veut dire quoi? Parce que la résilience, c'est un mot aujourd'hui que certains utilisent tout le temps, des fois très mal. Déjà, résilience vis-à-vis de quoi? Alors, moi, je parle de résilience collective, c'est-à-dire je ne parle pas de la résilience d'un individu qui est dans une situation donnée. Ça, c'est plutôt l'acception de Boris Cyrulnik. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la résilience d'un système humain, en réalité un système socio-écologique, parce que c'est en interaction avec un milieu, et de sa résilience vis-à-vis de ce dont on parle ici, vis-à-vis d'un effondrement systémique. Donc on parle de résilience collective et systémique. Voilà. Il y a des fondamentaux de ça.
Il y a plein de façons de les adapter, mais voilà les fondamentaux. D'abord, il faut ce qu'on appelle des tampons. Ce qu'on appelle des tampons, ça veut dire que, clairement, c'est des réserves. C'est-à-dire il faut avoir des amortisseurs du choc quand il se produit. Et si on a des réserves de bouffe, d'eau, d'énergie ou je ne sais quoi, d'un certain nombre de choses essentielles, de médicaments, de certains médicaments s'il y en a besoin, c'est toujours mieux. Voilà. Maintenant, j'encourage vivement des collectivités à faire des réserves, plus que des individus. Parce que si chacun se met à stocker n'importe quoi dans n'importe quel sens de son côté, ça va créer plus de problèmes que ça va en résoudre. Donc, mais bon, globalement, il y a une résilience de collectivité passe par la création de tampons et puis de barrières. En fonction de là où vous êtes soumis à des risques ou des menaces. Par exemple, Fukushima, les barrières seraient pu être tout simplement des digues pour empêcher le tsunami. L'information est extrêmement importante. Il faut avoir un système de gestion de l'information. Je ne parle pas d'informatique, je parle du fait qu'un système est résilient quand il partage de l'information avec ses voisins. Et il faut organiser ce réseau de partage d'informations pour pouvoir anticiper sur ce qui arrive, quand c'est positif ou quand c'est négatif, pour appeler à l'aide s'il y a un problème, pour aller aider s'il y a besoin, pour profiter des belles choses quand il y a possibilité. La troisième chose, c'est la redondance. On ne peut pas se permettre de dépendre de quelque chose qui est critique et qui pourrait tomber en rade. Il faut systématiquement doubler, voire tripler toutes les choses qui sont vitales. Le réseau, ça c'est la clé. Vous voulez être vous-même un jour résilient, il vous faut du réseau. Si vous avez l'intention de créer votre petite communauté à quelques potes, quelque part, et vous dites je vais être résilient, même si vous aviez un ensemble de savoirs, de compétences absolument extraordinaires qui ferait que vous seriez relativement autonome, dans le meilleur du meilleur des cas, c'est-à-dire une personne sur 1 million, vous arriveriez à être temporairement résilient. Temporairement, parce que ça, c'est jusqu'à ce que les autres arrivent. Et si vous n'avez pas prévu d'accueillir les autres quand ils arrivent, vous ne serez pas résilient à ce moment-là. Vous n'êtes pas tout seul au monde. Donc, ça se construit en réseau, la résilience. Et si vous allez quelque part en disant, parce qu'il y en a certains qui font cette démarche de, allez, moi je vais à la campagne, et puis je vais faire mon potager en permaculture, ou je ne sais quoi, et puis je vais devenir résilient. Bon courage. Mais c'est très bien de le faire parce qu'on apprend énormément de choses. Et c'est très très bien, très formateur. Même sur soi, on apprend des choses. Mais la réalité, c'est que si on ne construit pas un système territorial, à minima local, communal, en interaction avec plein d'autres interlocuteurs, dans un réseau de confiance et de complémentarité, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est mieux que rien, je dirais, mais vous ne serez pas résilient. Enfin, il faut revoir nos usages. Il faut se reposer les questions. Aujourd'hui, les seules questions qu'on pose, c'est comment ? Comment on fait pour ? Comment on fait pour résoudre tel truc ? Et ça, on est super fort. On est super fort pour trouver des solutions à des problèmes. On est de pensée ingénieur. 10 minutes ? Bon. Mais sauf qu'il faut se poser la question, pourquoi on fait les choses ? Pourquoi on veut ? Et il va falloir faire des choix sur ce qu'on veut garder, ce qu'on veut sacrifier, véritablement. Mais il faut faire ces choix maintenant, tant qu'on peut les faire avec une conversation, je dirais bienveillante, en tout cas constructive, que ne rien faire, et d'attendre que ces choix nous soient imposés, dans le chaos. Et le chaos, ça veut dire quoi ? Qu'il y a des gens à ce moment-là qui émergent et qui disent « je vais vous garantir la sécurité en échange d'une certaine partie de votre liberté ». Les ressources précieuses pour l'avenir, c'est vous, c'est les hommes, c'est les femmes. Il faut prendre soin les uns des autres. Si on est toujours dans des logiques de rapport de force, c'est mort. Les gens qui pensent qu'en se bunkerisant, en s'armant jusqu'aux dents, en faisant du Krav Maga, ils vont être les super warriors, se trompent. Ils se trompent, ils vont créer les conditions du conflit et ils vont le payer. La pensée système est extrêmement importante à développer, mais c'est mon domaine, c'est ce que je fais. Ça m'a pris 15 ans, tout le monde ne peut pas le faire. Ce n'est pas une question de est-ce que vous êtes assez intelligent, c'est pas ça, c'est une question de temps, le temps que ça prend pour arriver à développer une vraie pensée systémique, c'est presque impossible. Donc là, je ne suis pas en train de dire que chacun de vous doit développer une vraie pensée système, mais il faut, au niveau collectif, s'organiser pour qu'il y ait un partage et une complémentarité des compétences et en dégager une vision système. Je passe sur ces deux trucs-là parce que ça va beaucoup plus loin et ça prendrait du temps. Courage et bienveillance, voilà, je pense que ce sont des choses dont on aurait bien besoin aujourd'hui. On a dans notre société très peu des deux. Encore la France, c'est pas le pire, hein. C'est loin d'être le pire. On a quand même un pays qui est relativement bienveillant. En tout cas, ça existe, la bienveillance existe. Courage, comme je disais, on est un peu mou, hein, c'est ramolli, je pense. Et puis équilibre avec le vivant. On n'aura pas des systèmes résilients si ce n'est pas en équilibre avec le vivant. Ça veut dire quoi en équilibre avec le vivant ? Ça veut dire qu'on respecte le vivant, ça respecte les limites
du vivant. Le vivant n'est pas juste là, le reste du vivant n'est pas juste là pour nous servir, je suis désolé. Donc si c'est juste un rapport utilitariste d'exploitation du vivant, le verre est dans la pomme. Vous créez n'importe quel système qui n'est pas régénératif du vivant, et c'est mort. Le système doit être régénératif du vivant, et plus au service d'une logique d'exploitation. Enfin, donc ça se passe là-dedans. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est des idées qu'il faut changer, c'est des murs qu'il faut faire exploser, c'est des états d'esprit qu'il faut déconstruire. Il faut sortir du solutionnisme. Il n'y a pas un bouton magique, ça n'existe pas, qui va nous sortir de là. Il n'y a pas les dirigeants vont réussir à, le marché va réussir à, les ingénieurs vont bien trouver une solution. Ça n'existe pas. Bon, je passe. Hop. Est-ce que c'est négatif tout ce que je vous dis là? Est-ce que c'est pessimiste? Mais pas du tout. Je ne supporte pas qu'on me dise ça. Ce n'est pas pessimiste. Le pessimiste, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas d'alternative possible. Ah non, c'est ce monde-là. Et puis alors, ça doit rester ce monde-là. Puis il n'y a rien d'autre qu'on puisse imaginer. Moi, je suis relativement optimiste sur le fait qu'on puisse inventer autre chose. Par contre, effectivement, je suis très pessimiste pour ce monde-là. Lui, il n'a aucun espoir, il n'a aucun avenir. Donc il faut plutôt anticiper et créer autre chose, plutôt que d'attendre qu'il se casse la gueule sans avoir bougé. Vous avez en situation de survie, celui qui a les plus grandes chances de survivre, c'est celui qui réalise le plus tôt qu'il est en situation de survie. Parce que des fois, ce n'est pas évident qu'on est en situation de survie. On est paumé dans la forêt, bon. Puis on perd du temps, et puis on perd des ressources, et puis on ne rationne pas son eau, etc. Et puis on grille toutes les ressources avant de réaliser que mais en fait, je suis vraiment en situation de survie. Aujourd'hui, on est en situation de survie au niveau mondial. Tant qu'on ne le réalise pas, on se met en danger. Plus on se croit invulnérable, moins on se prépare, et donc plus on est vulnérable. Il faut proposer de nouveaux imaginaires, maintenant on y arrive pour la fin, il faut proposer de nouveaux imaginaires. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les gens, il faut qu'ils se projettent dans quelque chose. S'ils se projettent dans rien du tout, ils ne bougent pas. Pourquoi changer? Donc il faut une nouvelle civilisation, il faut sortir de la croissance, fût-elle verte, ça n'existe pas la croissance verte. Le développement durable non plus, ça n'existe pas. Le concept est joli, mais dans la réalité, ça n'existe pas. L'économie circulaire non plus, ça n'existe pas. On peut circulariser certaines filières, certaines boucles à l'intérieur du grand flux qu'est cette civilisation. Non, on ne circularise pas la civilisation. C'est comme si je vous disais, circularise-toi. Vas-y, circularise-toi. Alors, si vous commencez à manger vos défections, je ne sais pas trop combien de temps vous allez survivre, mais vous n'allez pas vous circulariser. Votre déjection, pas vos défections. Excusez-moi. La marchandisation du monde, il faut sortir de ça également. Mettre un prix sur les choses, comme ça elles auront de la valeur. Faux. On met un prix sur les choses, les gens spéculent dessus. Un récit techniciste obsolescent. Oui, la technique ne nous sauvera pas, parce qu'il n'est pas de solution qui ne soit systémique, c'est-à-dire de changer le système. Si vous ne changez pas le système, ce n'est pas une solution. Un aménagement. C'est une rustine. Le solutionnisme, voilà, c'est très bien résoudre des solutions, mais quel problème? J'y reviens pas. Il faut se poser les bonnes questions, trouver les vrais problèmes, remonter aux causes primaires. Et puis il faut du bottom-up. Il faut que les gens fassent des choses. Il ne faut pas que ça vienne juste du haut. Il ne faut pas que ce soit juste des penseurs, d'ailleurs comme moi. Je suis plutôt dans la catégorie des penseurs. Voilà. Et puis il y a des gens qui sont dans la catégorie des faiseurs. Et puis il y a des gens qui sont dans la catégorie des raconteurs. Mais je suis aussi dans cette troisième catégorie-là. Et puis comme si c'était des univers séparés. Il faut bosser ensemble. Il faut que ça parte du bas. Si on devait avoir un bon leader politique aujourd'hui, en phase avec la situation, en phase avec les exigences de ce siècle, ce serait quoi? Ce serait un leader qui faciliterait les choses, qui encapaciterait les gens, qui autonomiserait les gens pour qu'ils puissent, au niveau territorial, s'organiser. Il faut donc un nouveau récit, parce que tout ça, ça passe par, quelque part, une construction d'une nouvelle culture, avec de nouvelles valeurs, de nouvelles règles de vivre ensemble, des nouveaux savoir-faire, il y a une recompétentiation à faire. Il faut que les gens se forment à d'autres choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jobs qu'on apprend qui seront d'une inutilité totale demain. Voilà. Et puis, il faut changer évidemment notre modèle éducatif. Il faut des nouveaux héros, des gens qui incarnent de nouvelles hiérarchies de valeurs pour inspirer les gens. Et tout ça, donc, c'est une œuvre collective et ça nous engage personnellement, chacun de nous. La sphère du faire, je termine là-dessus. Il faut construire des alternatives inspirantes. En réalité, vous n'arrivez pas à convaincre les gens d'agir juste par les idées. C'est très rare. Très très rare. La plupart des gens qui savent, qui ont compris, n'agissent pas pour autant. L'humain n'est pas fait comme ça. L'humain n'est pas un animal rationnel qui, parce qu'il a compris quelque chose, va changer son comportement, ou il le fait à la marge. L'humain n'est pas rationnel. Ça a été démontré depuis longtemps. Il faut regarder les écrits de Elliot Aronson en psychologie sociale. L'humain est un animal rationalisant. Il fait des choses,
il est amené à faire des choses, des fois c'est volontairement, des fois pas. Et en fonction de ce qu'il fait, il va changer sa vision du monde. C'est le changement de comportement précède le changement d'attitude mentale. Et donc, il faut faire des choses, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Et il faut essayer d'engager les gens dans ces actions. Donc il faut qu'il y en ait le plus possible, dans le plus d'endroits possible, pour qu'on puisse dire à des gens, allez, viens, essaye, viens avec nous. Ça plaît pas, ça ne marche pas du premier coup, etc. Et progressivement, il faut que les gens fassent. Il y a le mouvement des villes en transition qui, à mon avis, n'est pas la solution parfaite, mais qui est certainement ce qui s'en rapproche le plus, en tout cas sur le papier, parce que c'est encore embryonnaire. Ça doit être certainement le mouvement de transition le plus important au monde aujourd'hui, c'est tout petit. Mais c'est une bonne... Allez jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. L'ADN de ce qu'il faut faire est présent dans les mouvements des villes en transition. Ce sont des gens qui ont pris peur de ce qui allait se produire et qui font quelque chose de constructif de leur peur et qui ont dépassé la peur. Ils ne sont plus dans la peur. Mais à un moment, ils ont eu peur. Il faut avoir des conversations. Donc je vous dis, ayez des conversations. Famille, c'est pas toujours facile avec la famille. Les amis non plus, mais au moins l'entourage. Organisez ça dans votre résidence, dans votre quartier, dans votre entreprise. Parlez des gens, des problèmes, des risques, des ressources que vous avez, des richesses que vous avez, et puis vous allez voir ce qui en ressort. Vous aurez quelques trolls, et puis, mais malgré tout, vous serez surpris. Il va en ressortir des projets concrets, et ça y est, et on commence comme ça. Et vous devez poser cette question, que peut-on faire pour vivifier notre communauté et la nature, et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale? Tout est là. On va se raconter de nouvelles histoires, parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Et c'est quoi qu'on veut comme perception de l'avenir? C'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou des choses comme ça? Ben oui, ça ne fait pas envie à tout le monde encore aujourd'hui. Voilà, ça ne fait pas envie. On fait de l'entre-soi quand on projette ce genre de choses. C'est toujours les mêmes qui vont vers ça. Et la plupart des gens, ils ne peuvent pas se projeter là-dedans. Donc créez autre chose. Proposez d'autres images. Ça, c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. À vous de créer d'autres trucs, d'autres choses qui vous ressemblent. Il y a un rétrécissement des possibles aujourd'hui qui entraîne une perte de repères. Cette perte de repères nécessite la construction collective de sens, et c'est là que les nouveaux récits se forment. Je ne suis pas en train de dire on a besoin de nouveaux récits. Non, non, ils sont là, ils sont en train de naître, des nouveaux récits. Sauf que le problème, c'est que la plupart des nouveaux récits qui se forment, c'est des récits de rapport de force. C'est des récits de repli. C'est des récits destructifs, dirons-nous. Alors il est impératif de créer d'autres récits, des alternatives à ces récits-là. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Et il faut aujourd'hui des imaginaires inspirants qui sont vecteurs d'espoir lucides. Il ne s'agit pas d'abandonner tout espoir. Il s'agit d'abandonner les espoirs à la con, les espoirs qui ne tiennent pas debout. Les espoirs qu'on va pouvoir continuer ce monde-là ou qu'on va pouvoir trouver des solutions sorties d'un tiroir de je ne sais quel labo. Non. Il y a des espoirs, il y en a. Et c'est à vous de les construire pour qu'ils fassent sens là où vous êtes. Parce qu'en réalité, ça n'a de sens que territorialement, là où vous êtes, et collectivement. Et donc il faut beaucoup de récits, il faut des nouveaux récits. Mais là aussi où j'ai envie de dire, attention, c'est quoi un récit? C'est juste, là je parle d'un certain type de récit, je ne parle pas de science-fiction ou d'un film ou d'un western, on ne parle pas de ça. Hein. On parle d'un certain type de récit qui nous propose des projections dans l'avenir, soi-disant du monde réel, et qui essayent, il y a des auteurs qui maintenant essayent de faire ça, qui essayent de nous proposer des visions alternatives de l'avenir, qui soient engageantes, qui ne soient pas les mêmes que toujours ce logiciel qu'on a dans notre société, et donc changer de logiciel. Mais attention, il faut qu'il y ait un mouvement d'artistes et d'auteurs qui émerge. Il faut qu'il y ait un mouvement qui se met d'accord sur une charte. Je vais vous la dire juste après la charte, et j'ai quasi fini après. Je devais déborder de quelques minutes, mais bon, après une charte. Parce que si on ne se met pas d'accord sur certaines règles dans ce qu'on va raconter, ça va partir, et c'est normal, les gens ont des créativités délirantes et débordantes, ça va partir dans tous les sens. C'est-à-dire que la personne qui reçoit cet ensemble de récits, elle est noyée de plein de récits qui viennent de partout et qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres, qui sont totalement incompatibles les uns avec les autres, on va nous parler des fois de catastrophes hallucinantes qui sont beaucoup trop hollywoodiennes, des fois on va nous parler de solutions incroyables qui n'en sont en réalité pas, parce que les auteurs ne sont pas formés pour comprendre la nature des problèmes et donc pour comprendre et savoir caractériser l'espace des réponses pertinentes. Donc si on laisse juste les artistes faire ce qu'ils veulent, absolument ce qu'ils veulent, je parle des artistes qui ont envie de nous proposer ces visions de l'avenir, le problème c'est que ça va rendre tout le monde confus. C'est que ce qui en ressort, c'est une bouillie, où il n'y a pas une vision
clair qui va naître des enjeux, des possibles, des limites, etc. Donc je ne veux pas brider les créativités. Les créativités, il faut qu'elles s'expriment. Et tous les styles, tous les genres, tous les formats. Mais il y a une charte d'un certain nombre de choses à respecter si on veut que ces récits soient utiles au bien-être collectif durable. Sinon, les gens, ils sont comme ça. Ils vont s'y perdre. Doute, confusion, inaction. Alors, il faut un foisonnement de récits, protéiforme, mais cohérent et réaliste, déclenchant des réactions constructives. Voilà, je donne juste le cahier des charges et après je clôture. Cahier des charges je dis cahier des charges, c'est peut-être pas le bon mot, ça fait très technique. Peut-être que c'est plutôt donc charte qu'il faut retenir. En tout cas, les grands éléments d'une charte. Aujourd'hui, si vous voulez faire un récit de l'avenir qui soit utile au bien-être collectif durable, eh bien, faites un récit où il y a ces éléments-là dedans. Une descente énergétique et matérielle constellée de disruptions écologiques et sociétales. Les prochaines décennies seront... Voilà, il y aura ça dans les prochaines décennies, quoi que l'on fasse. Ça sera plus ou moins bien géré. Ce n'est pas forcément Mad Max, d'accord ? Ça peut se gérer, ça peut être difficile, mais je vous promets que demain sera difficile. Je vous promets qu'on peut avoir, si on fait bien les choses, qu'on peut maintenir des modes de vie décents et dignes. Je ne vous promets pas que ce sera mieux qu'aujourd'hui. Je vous promets juste que ce sera moins pire que si on ne fait rien, ou ça va être le chaos. Si vous voulez, les gens qui étaient dans les canots de sauvetage après le naufrage du Titanic n'étaient pas très contents. Ils n'étaient pas très contents. Je pense qu'ils auraient préféré continuer la croisière tranquillement. Ils étaient plus contents que ceux qui étaient à l'eau. Voilà ce que je vous propose, moi, aujourd'hui. C'est des canots de sauvetage. On en est là. Il n'y a pas de solution qui ne soit systémique. Donc, les récits qui nous disent « hop, coup de baguette magique, et il y a une solution géniale, un homme providentiel ou je ne sais quoi », ça ne marche pas, c'est faux. On est, à ce moment-là, c'est possible, on peut raconter ces récits-là, mais qu'on ne prétende pas que ce sont des récits qui nous inspirent sur un futur réellement possible. Ça, c'est pas vrai. Résilience collective, digne, souhaitable et organisable en coopération à la bonne échelle, à l'échelle territoriale. Si on nous dit qu'un pays entier ou que 3 petites personnes vont être résilientes, machin, c'est faux. La résilience doit être connective, elle doit être digne également, parce que la résilience toute seule, ça ne suffit pas. Hein. La mafia, elle est super résiliente, les dictatures sont super résilientes. Donc il faut que ce soit une résilience digne. Et ça se construit, c'est souhaitable, c'est possible, si ça se construit ensemble à la bonne échelle. Équilibre respectueux avec le reste du vivant, si on reste dans des logiques, une fois de plus, utilitaristes et exploitatrices du vivant, pas de stabilité possible, durablement possible en tout cas. Et il faut stopper les mécanismes écocidaires. Ça veut dire quoi ça? C'est la fin de ma présentation. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit, il y a des choses à réinventer, vous voyez? Il faut penser, il faut faire, il faut compter. Les 3 choses ne s'opposent pas. Il faut que ces 3 choses travaillent ensemble. Penser les choses, les faire parce que c'est certainement le plus important, mais aussi le compter pour rendre les choses inspirantes. Et puis il faut sortir des clichés. Il ne faut pas qu'un récit soit positif, c'est pas vrai. Il faut qu'un récit soit inspirant. Il ne faut pas générer de l'espoir à tout prix. Il faut des espoirs lucides. Il ne faut pas avoir peur de faire peur. Il y a certaines peurs qui sont utiles quand elles sont juste objectives, légitimes. Bref, il faut faire tout ça pour déclencher quelque chose dans la tête des gens, sortir d'une logique d'artificialisation pour aller vers une régénération. Mais s'il n'y a pas de résistance aussi, c'est mort. Parce que là, la dégradation et la destruction est beaucoup trop rapide. Et à un moment, il faut se lever. Je suis désolé, hein, ça tombe sur nous. Hein. Moi, j'y peux rien. Hein. Une fois de plus, si je pouvais siroter un cocktail en ce moment sur une petite plage, ma foi. Il y a des gens dans l'histoire qui se sont levés. Demain, il faudra quelqu'un peut-être pour aller face à un bulldozer, face à une multinationale. Vous vous souvenez tout à l'heure de la grande mine à ciel ouvert en Allemagne là? Bon, en juin, là, il y a 6000 activistes de toute l'Europe qui se sont réunis. Là. Ils ont réussi à bloquer la mine pendant 48 heures. Bon, succès, échec, je vous laisse vous dire. Enfin, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu attendre de mieux. C'était plutôt quand même intéressant. Aujourd'hui, nous en sommes là, à une croisée des chemins. C'est le déclic ou le déclin. Il faut se réveiller. Merci. Merci beaucoup Arthur Keller, merci beaucoup. Je profite tout de suite pour vous dire qu'à 18h15 tout à l'heure, nous avons un film à Abel-Gance qui s'appelle Anthropocène et qui est exactement l'illustration de, en tout cas, toute la première partie de votre présentation en images magnifiques, c'est-à-dire
l'impact de l'homme, l'impact de l'humanité sur la planète aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a pas beaucoup de blablabla. Les images sont très parlantes. 18h15 tout à l'heure. Moi, je voudrais juste une précision. Vous avez dit perte de confiance en l'humain, c'est produit une seule fois. Quand C'est bon, ça marche, oui. Orlov, en tout cas, parce que ça vient du bouquin d'Orlov, Dmitri Orlov, qui est un ingénieur américano-soviétique. Et lui, il a étudié justement à peu près, il a essayé de regarder dans les civilisations passées, et il nous parle, et je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est loin dans ma mémoire, il nous parle des Ik, I-K-S au pluriel, des Ik, qui étaient une civilisation, je ne sais plus d'où, où là, à la fin, c'est devenu, tout le monde s'est entre-déchiqueté, ils se sont entretués à la fin tous. Voilà, ça a été une perte d'humanité en fait totale. Mais c'est quand même très rare. Voilà, je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est pas... Il faut regarder, parce que là, très honnêtement, je suis un petit peu hors de mon champ de compétences. Et puis, je vais vous donner la parole, mais je voudrais juste une précision. L'équilibre avec le vivant, certes, mais est-ce que ça partirait du principe selon lequel nous n'appartenons pas au vivant ? Oh non, bien sûr que non. Ok. Je crois que c'est très... Moi, il me semble que c'est très important que nous prenions, nous les humains, reprenions conscience que nous sommes dans le vivant, nous appartenons à la nature, et de ne plus parler du vivant et de la nature comme étant à l'extérieur de nous. Ce serait l'idéal. Voilà. La réalité, c'est qu'effectivement, je ne vois pas comment nous pourrions, vu le nombre qu'on est sur cette planète aujourd'hui, comment nous pourrions réussir à stabiliser toute l'humanité, ou en tout cas notre présence sur cette planète, si on ne revoit pas véritablement tout notre rapport au vivant, notre place dans le vivant. Il faut sortir de l'anthropocentrisme, parce que s'intéresser à l'humain, c'est très bien, mais avoir une obsession exclusive pour l'humain et considérer que le reste est là pour servir l'humain est un véritable problème. C'est une idéologie folle, totalement folle. Voilà. Et Descartes, si c'était un grand homme par certains aspects, a fait beaucoup de mal. Voilà. Enfin, il n'y a pas que lui, mais... Voilà, ça me paraissait important de le préciser. Nous avons des micros qui sont prêts à circuler. Dernière petite question. Oui. Tout ça, d'accord, effondrement, changement, transformation totale, fin de la civilisation, donc début d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? On doit forcément avoir quelque chose à y gagner en termes d'évolution de ce qui se passe sur Terre. Faire un raisonnement par l'absurde. Alors apparemment, les gens qui pensent que cette civilisation va s'effondrer sont des pessimistes. Donc les optimistes sont ceux qui pensent que cette civilisation va continuer. Moi, je vous pose la question dans le sens inverse. Oui. C'est-à-dire que la civilisation s'effondre. OK. Non, mais j'ai bien compris la question. Quel est notre... pour quelque chose de mieux, forcément. Ce que je voulais juste dire, c'est que pour moi, le pire scénario, ce serait qu'on puisse continuer sur la trajectoire sur laquelle on est lancé. Voilà. Ça, pour moi, comme je vous disais, ce monde écrase le vivant. Et aujourd'hui, c'est un monde qui est en régression. Ce que j'aime bien, c'est que souvent on dit que les écolos, entre guillemets, voudraient revenir à, je ne sais pas, à la bougie, à machin. Mais en ce moment même, on est dans un monde qui régresse complètement sur un certain nombre de choses extrêmement fondamentales sur les rapports entre les hommes et la nature et le rapport entre les hommes entre eux. Bon, bref. Donc, ce monde-là est moribond. Il a fini son temps et il ne peut pas durer. Il ne va pas durer. Physiquement, c'est impossible. Et donc, effectivement, il faut autre chose. Et ce qu'on va y gagner, au-delà du fait que ce sera forcément mieux pour les conditions de vie sur Terre, après, c'est qu'à titre personnel aussi, si on arrive à se désengager de ce monde, à se désengager de nos accoutumances qui sont totales vis-à-vis de la technologie, vis-à-vis de la consommation, voilà, je ne prône pas d'être totalement détaché, vie d'asset total, etc. Chacun, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais à remettre un petit peu de jugeote et de limite et de raisonnable dans ce que l'on fait. Si on arrive à faire ça, ce qui se passe derrière, automatiquement, c'est que les dissonances cognitives sont diminuées. On est dans un monde où on voit bien que ça ne marche pas. On s'entête, et plus on s'entête, plus ces dissonances cognitives nous déchirent le cerveau et nous empêchent d'être heureux. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous serez heureux, parce que être heureux, c'est quelque part quelque chose de très personnel et de très subjectif, mais pas vous garantir que vous serez heureux si vous faites cette démarche d'essayer de changer de civilisation. Mais je peux vous garantir que vous aurez largement plus de chances de l'être qu'en restant dans ce monde qui nous épuise. Et de toute façon, ce n'est pas possible, visiblement. Nous avons quelqu'un ici. Si vous avez envie de poser une question, vous pouvez.
Donc aujourd'hui, la définition de la croissance, c'est l'augmentation du PIB, de la valeur ajoutée des hommes, la production de biens et services. Mais du coup, peut-on entrer en décroissance et va-t-on entrer en décroissance? Et qu'est-ce que cela engendre et quel est le bon équilibre à avoir? On ne peut pas entrer en décroissance. Et c'est bien ça le problème, parce qu'on va entrer en décroissance. On ne peut pas, mais ça va se produire. C'est déjà en train de se produire. On n'est pas en décroissance, on est en ralentissement de la croissance, qui est en tendance baissière depuis les années 80. Pour la raison dont j'ai parlé essentiellement, il y a d'autres raisons, mais en premier ordre, la première raison, c'est la diminution de l'énergie nette dont on dispose. Il se trouve qu'on ne sait pas découpler la quantité d'énergie qu'on utilise avec la quantité de biens et de services, donc de PIB, qu'on est capable de produire. On ne sait pas découpler ça. On sait faire un découplage relatif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le PIB croît plus vite que l'utilisation de l'énergie, mais malgré tout, il n'y a pas une quantité d'énergie qui diminuerait pendant que la croissance monterait, ce serait un découplage absolu. Ça n'existe pas, ça n'a jamais été le cas, et même la corrélation entre les deux est extrêmement forte. Donc, aux alentours de 0,6, 0,7. C'est-à-dire que pour un point si vous avez 60%, non, je me trompe, si vous avez le PIB qui augmente de 100, alors c'est parce que la production ou la consommation plutôt d'énergie a augmenté entre 60 et 70. Voilà comment c'est. Donc, il y a un lien très fort entre les deux. Et il se trouve que, effectivement, notre modèle, notre monde, tel qu'il a été constitué, ne peut fonctionner que dans une croissance éternelle. Il ne peut parce que qu'est-ce que c'est que vivre les uns avec les autres? Ce sont des négociations perpétuelles. Des négociations qui peuvent être sympathiques, mais des fois pas, des fois c'est des rapports de force. Et au niveau international, entre les pays, ce sont des rapports de force diplomatiques. On peut discuter des choses, on peut se mettre d'accord, plus ou moins, des fois c'est la guerre, hein, mais globalement, il y a une possibilité de négociation diplomatique, tant que la question qu'on se pose, c'est comment on se partage le surplus. Si la question devient comment on se partage la diminution, on ne discute plus là. Non, on ne discute plus, là ça va au clash très vite. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit, ce n'est pas le même logiciel. Donc on ne peut pas, pour des raisons de dette, pour des raisons, tout un tas de raisons, on ne peut pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce monde est moribond, c'est une des raisons, ce monde est moribond, il ne peut pas tenir. Il va cracher. Et je pense que ce sera bientôt. Quand je dis bientôt, je n'avance pas de date, j'aime pas ça. C'est idiot parce qu'on ne sait jamais, l'avenir est flou. Malgré tout, on prend cette direction. Là, je vois mal qu'est-ce qui pourrait changer cette donne. En tout cas, il n'y a rien dans les tiroirs, ni théoriques, ni dans les tiroirs des ingénieurs. Il n'y a rien qui permettrait de penser ça, ni même dans les solutions politiques ou normatives. Voilà. Donc ça va cracher, lentement ou vite. C'est tout ce qu'on. C'est juste la vitesse sur laquelle on ne sait pas. Et donc, on peut pas, il faudrait changer ce système. Et moi, je ne vous ai pas dit il faut changer la civilisation. Parce que ça, c'est impossible. C'est impossible de changer le système, entre guillemets. Il s'auto-organise. Impossible. Vous pouvez le changer à la marge, lui apporter des aménagements, vous pouvez le déformer. Mais fondamentalement, ça restera la même dialectique avec le vivant, la nature et ses ressources. Et entre nous aussi, ça on peut le changer, mais ça reste le même système. Il ne faut pas changer la civilisation, il ne faut pas essayer de le faire. Il faut changer de civilisation. Donc il faut en construire une autre, en parallèle. C'est la seule solution, entre guillemets solution. C'est la seule voie qui fasse sens, qui ait une chance de marcher. Je ne peux même pas vous garantir que ça va marcher. Je peux vous garantir, parce que moi je ne vois pas le futur. Par contre, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Par contre, on peut dire avec certitude que certaines choses ne vont pas se passer. Et moi, je peux vous dire que essayer de changer le système, ça ne marchera pas. À la marge. Ça ne marchera pas. Donc, créons quelque chose de neuf en parallèle. Ça part du bas, ça part de nous. On aimerait bien que ça puisse partir du haut, ça serait plus rapide. Donc, si un jour on peut élire quelqu'un qui va faciliter le bottom-up, tant mieux. N'attendons pas que ça se produise parce que c'est relativement peu probable. Faisons les choses dès maintenant, dans les territoires, collectivement. Il faut construire cette résilience digne. Il faut créer des systèmes qui soient viables et enviables, donc inspirants, en choisissant des gens qui représentent ça, qui sont des nouvelles icônes
et qui vont symboliser, qu'on va mettre en avant un petit peu. Je suis désolé, c'est un peu de marketing. Bah oui, pour l'instant, en tout cas, on vit encore dans ce monde-là, pour faire en sorte que ça inspire un maximum de gens qui changent. Pas tout de suite, mais au fil des ans. Le résultat est jamais immédiat, mais au fil des ans. Au fur et à mesure que ce monde-là va dévisser, en espérant que ce soit un dévissage lent plutôt qu'un dévissage rapide, il y a de plus en plus de gens qui n'étaient pas intéressés par l'alternative que vous avez construite, qui se sont dit bêtise, c'est pas pour moi, c'est des bobos, c'est des je ne sais pas, ou c'est des écolos machin, ou c'est des gauchistes, ou au contraire c'est des fachos, mais il y a toujours une caricature ou une autre qui vient s'installer là-dessus. Voilà, c'est pas pour moi. Mais à mesure que ça va être de plus en plus difficile, finalement c'est peut-être pas si dégueu leur truc parce que ça m'inspire. Ça c'est progressif. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Une civilisation, ou en tout cas des sociétés, des nouvelles sociétés qui fonctionnent sur de différentes règles et de différentes valeurs, construites un peu partout, en hackant peut-être le système, en prenant des ressources de ce système qui existe pour en construire un autre à côté. Et on mise sur quoi ? On mise sur un transvasement progressif de gens qui vont passer de l'un à l'autre dans les prochaines années. C'est notre seule chance. Et le Festival Atmosphère, depuis 2011, vous présente justement des tas de choses qui émergent comme ça. Vous avez vu des films, on vous a présenté des gens. Vous en êtes témoin quand même aussi, Arthur. Que ça bouge ? De l'émergence, de ce qui se passe justement à la base. C'est exactement comme le photovoltaïque. Le photovoltaïque, il y en a, alors je dis un chiffre au pif parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y en a, ça a explosé, quoi. Il y en a 30 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc maintenant, au lieu de représenter 0,1%, ça représente, ou 0,01%, ça représente 0,5%. Enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des émergences. Et pour l'instant, elles restent très confidentielles. Elles restent vraiment dans une marge. Et les gens qui disent « mais si, ça bouge autour de moi », ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une bulle informationnelle et culturelle. Et il y a des biais qui s'installent dans leur vision du monde. La réalité, c'est que ce monde n'évolue pas dans un sens ou dans un autre. Ce monde se clive. Il se clive entre ceux qui évoluent dans un bon sens et ceux qui sont désespérément, pour une raison ou une autre, et d'une manière ou d'une autre, attachés à ce système et qui lâcheront rien. Et ça va être une ligne de faille. Ça va clasher. Donc, il est temps de proposer autre chose. La question n'est pas... Juste un truc. Quand il y a un débat, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que vous croyez sincèrement, j'entends fondamentalement en désaccord, je ne parle pas d'un petit désaccord, fondamentalement en désaccord sur quelque chose, est-ce que vous croyez franchement que argumenter va changer quoi que ce soit ? On a tous envie d'argumenter. Oui, mais si, mais je t'explique, c'est parce que ça et ça. L'autre, il a toujours de bons arguments aussi. Oui, mais non, parce que... Oui, mais si, mais... Et ça escalade. Et la seule manière de sortir de ce clivage qui ne peut être que disruptif, c'est de faire un pas de côté et de dire, au fait, et de proposer autre chose qui va mettre tout le monde d'accord. Vous voulez changer ce monde, ne vous attaquez pas à ce monde, sauf sur les parties qui sont clairement les plus destructrices, et là on a une question de timing, il faut arrêter ça, sinon c'est la cata. Donc là il y a de la résistance à mettre en place sur ces choses-là, mais globalement, il ne faut pas essayer de changer le système, il faut proposer quelque chose de nouveau. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Est-ce que vous parlez de négociations permanentes, de rapports de force, et justement, est-ce que vous ne pensez pas que si une personne, un groupe ou un pays change, finalement, il va dans le bon sens, en commençant par exemple à décroître, il ne va pas finalement être victime des autres pays qui, eux, vont continuer à surexploiter. Finalement, est-ce que, voilà, moi, je vais pas, vos parents, je vais les convaincre de ne pas partir en voyage en Chine, et ça permettra à Elon Musk d'aller faire un tour dans l'espace. Est-ce que la France ne va pas mettre tout un paquet de mesures en place pour préparer, pour être plus résilient, etc. Et ça permettra à la Chine, aux États-Unis, de polluer encore un peu plus qu'ils n'auraient fait sans ça ? Alors, de deux choses l'une. Je réponds à une sous-partie. Vous dites juste là, et après je réponds à la grande question. Je vais empêcher ou je vais convaincre mes parents pour qu'ils n'aillent pas en Chine. Juste sur les actes quotidiens des gens, vous, moi, d'accord ? Soyons cohérents si on le veut. Hein. C'est bien et c'est mieux de toute façon parce qu'après on est plus fort également, plus cohérent pour se convaincre les autres. Donc douchez-vous, prenez des douches courtes, etc. Voilà. Mais on est bien d'accord que ça ne suffit plus. Quoi, hein. On est d'accord qu'on n'en est plus là du tout. Il faut que ça change à un autre niveau. Pour autant, est-ce que c'est eux les responsables de ce changement ? Non. N'attendons pas des gens qui sont aux États, mais aussi les grandes corporations, les institutions. N'attendons pas que ces gens changent d'eux-mêmes. C'est à nous de les faire changer. Donc même quand c'est eux qui doivent changer, la responsabilité nous incombe là encore de mettre en place des stratégies pour les faire changer de gré ou de force. Bon.
Et maintenant, au niveau mondial, mais oui, mais c'est bien ça le problème. Je vous disais, le système s'auto-organise. C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le système. Il s'auto-organise. Vous ne pouvez pas changer le système en vous attaquant en silo à telle question, tel problème, à tel endroit, à tel autre, etc. Parce que ce que vous faites, c'est que quand vous changez juste un truc à un endroit, le système il se réorganise, il reprend l'espace. D'accord ? La nature a horreur du vide. Et l'effort que vous aurez produit, globalement, il ne sert pas à grand-chose. Si aujourd'hui, la France décidait, imaginons, 2022, on élit un président qui dit « décroissance, on sort des fossiles, dans 3 ans, il n'y a plus rien, machin bidule », bon, déjà, ok, bon courage, mais même au-delà de ça, imaginons qu'on le fasse. Imaginons que le Sénat, l'Assemblée nationale, miraculeusement ne mette pas son veto à ça et valide tout ça. Imaginons que le Conseil constitutionnel soit d'accord et que les gens font « ouais, hurrah, génial ». Bon, imaginons. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe. Une catastrophe, quoi, parce que nous, on va totalement se mettre comment dire, oui, enfin en marge, c'est pas le mot que je cherchais, mais passons, en infériorité par rapport à ce qui vont en profiter, et tout ce qu'on n'aura pas consommé comme ressources ou brûlé comme gaz ou comme combustible fossile, d'autres le feront. Ça ne changera pas grand-chose au final. Sauf que nous, ça nous préparera quand même à ce qui suit. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Alors, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, la vraie politique, c'est quoi? Dans ce monde, je suis navré, quoi. Je suis vraiment navré. On est vraiment la génération la plus pourrie de l'histoire. C'est nous qui arrivons au moment où il y a le point de rebroussement, quoi, et où ça redescend. C'est le moment le pire. C'est même pire qu'après, quand c'est vraiment sur la pente descendante. Le pire, c'est de basculer de la partie où ça monte à la partie où ça descend. C'est presque impossible. Ça va clasher de toutes parts, très probablement. Il faut donc se préparer à ça. Et donc une vraie politique, c'est une politique qui renégocie la descente. Descente énergétique et matérielle, elle est acquise, elle a déjà commencé, elle va se produire. Les disruptions, il y en a déjà, il va de plus en plus en avoir. Une politique qui n'intègre pas ça est une politique hors sol. Quand je regarde aujourd'hui les programmes politiques, même quand il y a de bonnes intentions derrière, je vois des paradoxes entre ce qui se passe du côté économique des programmes et ce qui se passe du côté écologique des programmes, où c'est le beurre et l'argent du beurre, et on est encore dans une mystique de la croissance verte, de toute manière, dans le meilleur des cas. Donc, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce que l'on peut vraiment, j'ai perdu le fil, non, si oui, ce qu'on peut vraiment faire, nous, à titre, c'est essayer quand même de montrer la voie et de créer un petit groupe de nations, déjà peut-être de territoires, puis de nations pour montrer un chemin. Et on verra ce que donne l'histoire. C'est la seule manière d'essayer de provoquer un sursaut des consciences. Bon, je suis pas du tout l'exemple. Pas sûr que ça fasse. L'exemple. Montrer l'exemple. Laboratoire. Ouais, mais on va le payer. La politique, c'est une politique de décroissance. Ça ne veut pas dire que tout doit décroître. C'est-à-dire qu'en étant globalement en décroissance, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités qu'il faut faire décroître lentement, d'autres décroître radicalement, d'autres arrêter, stopper, comme je disais, parce que c'est l'horreur. Ça ne peut plus continuer comme ça. Des trucs complètement débiles également qui ne nous rendent pas heureux, qui n'ont aucun sens. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut quand même faire croître des choses. Des choses qui sont, elles, constructives, qui sont, elles, productrices de sens, et pourquoi pas de bien-être. Donc, quand je dis décroissance, c'est pas tout doit décroître, c'est le global doit décroître. Hein, je pense qu'on pourrait aussi, vous voyez, facilement imaginer qu'on pourrait se mettre d'accord pour faire décroître l'armement, et puis plutôt pour soigner l'éducation. Mais bon, l'homme n'est pas encore assez évolué pour ça. Il faudrait vraiment une espèce de métamorphose anthropologique, globale, dans les 10 prochaines années. C'est peut-être ça le cadeau. Non, mais comme je pense que ça n'arrivera pas, je suis désolé, mais comme je pense qu'il n'y a pas de moyen que ça arrive, c'est pour ça qu'il faut se préparer, voilà. C'est pour ça qu'il faut préparer autre chose. Les canaux de sauvetage, inspirants pour qu'il y en ait de plus en plus. Ce n'est pas juste des canaux séparés, c'est une flottille connectée. Voilà. Je n'ai pas vu, il y a monsieur a un micro là. Ah, et monsieur Bernard Accard. Vas-y Bernard. D'abord, un grand merci pour la clarté de votre discours. C'est vraiment formidable. Bravo. Ensuite, deux petits témoignages. Hier, on a eu plusieurs personnes de Courbevoie qui nous ont présenté Agir localement, et avec des associations, des start-up qui vont mettre au sujet des déchets. Hein. Donc c'était formidable parce que ça venait de la base. Mais l'autre côté qui me rend un petit peu optimiste, c'est qu'il y a 5-6 ans, j'avais assisté au Sénat
il y avait un colloque sur les maires de demain. Parce que Sur les maires de demain. les maires. Oui, M-A-I-R-E-S. Et il y avait des maires, des sénateurs, des ministres et tout ça. Et c'était très intéressant. Et dans la conclusion, j'ai entendu cette phrase, les maires de demain seront les maires qui sauront rendre la sobriété désirable. Et ça, j'ai vraiment retenu, parce que c'est ça la solution, parce que ça transforme aussi le citoyen, non pas en consommateur, je veux plus de ceci et cela, et les promesses, je vais faire ça. Non, c'est au contraire, déplacez-vous autrement, etc. Et les citoyens qui sont suffisamment mûrs pour dire, OK, on va voter ça. Et je pense que c'était déjà il y a plusieurs années, donc il y a quelque chose qui est en route dans les consciences. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Bernard Accard est adjoint au maire, conseiller municipal, pharmacien, et très très engagé dans justement le verdissement, l'écologie à Courbevoie depuis de nombreuses années. C'est pas un nouveau converti, hein, ça c'est un... Voilà. Merci Bernard. Alors je voudrais juste dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est que tout changement, on va vers des changements. Et moi, ce que je dis, c'est que pour éviter ce grand changement qui serait subi, il faut anticiper et faire d'autres changements qui sont choisis. Mais tout changement, même ceux qui sont choisis, implique quelque chose. C'est qu'il y a des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. Le changement, c'est ça. C'est que ça crée des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. Et un changement ne peut marcher, ne peut fonctionner, que si on a quelque chose de concret à proposer aux perdants, pour qu'ils ne soient pas des perdants, pour qu'ils s'y retrouvent. Pour que même si au début ils sont non je veux pas et tout, peut-être au début il faut les inciter de manière un peu directive, mais au final quand même qu'on ait quelque chose de concret à leur proposer derrière, qui fasse que ils vont s'y retrouver. Voilà. Donc il n'y a que ça. Et le problème c'est d'arriver à faire comprendre aux gens qu'ils vont s'y retrouver, à les faire se projeter. Et on revient sur la capacité à se projeter. Il faut une vision, il faut la capacité également à incarner des choses, à raconter des choses, à montrer des choses. Et donc tout ça fait que voilà, on a une possibilité, si vous voulez. On va vers une décroissance, qu'on le veuille ou pas. Moi, je ne suis pas décroissant. Je ne suis pas effondriste. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une idéologie. Voilà, moi, je suis un expert. Je vous dis les choses de la manière la plus objective, en tout cas la plus rigoureuse possible. Et je donne le moins possible mon avis personnel. Et moi, ce que je vous dis, c'est que qu'on veuille ou pas la croissance, ce n'est même pas la question à la rigueur. Elle arrive. Elle est là, la croissance. La décroissance, pardon. Vous voyez pas la décroissance, elle est là la décroissance. Donc comment on la gère, sachant que le pouvoir d'achat derrière, il baisse. Le pouvoir d'achat, il baisse, c'est un vrai problème. Il faut proposer des choses aux gens. Les gens n'accepteront que leur pouvoir d'achat baisse que si par ailleurs, il y a des choses qu'ils peuvent faire qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Que si leur vie leur coûte moins cher, en fait, en gros. Que si, notamment, tout ce qui est essentiel, tout ce qui est la bouffe, l'eau, l'énergie, le transport, peut-être les habits, peut-être le toit, peut-être que si tout ça leur est, je ne vais pas leur dire assuré par l'État, mais pas loin. Que si toutes ces choses-là, en tout cas, à minima, sortent des logiques de marché, sortent des logiques de spéculation. C'est quand même dingue de payer son eau. C'est quand même dingue d'avoir aujourd'hui de la bouffe, de la viande ou des légumes qui viennent de l'autre bout du monde parce que c'est moins cher que ce qu'on produit à côté. Mais enfin, c'est totalement débile. Il faut arrêter ça. Il faut sortir ces choses-là, les choses les plus essentielles, des logiques de marché par une institutionnalisation des communs. Donc ça, c'est la première chose. Il faut une vision, etc. Et la deuxième chose, c'est aller regarder du côté de SOS Maire, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, MAIRES aussi. MAIRES. SOS Maire, voilà, qui est ils ont un site web, allez voir. C'est un type qui s'appelle Alexandre Boisson qui a lancé ça. Et la première fois qu'on a parlé avec Alexandre, c'est marrant parce qu'on pensait exactement la même chose. Vraiment, on était en face totalement sur ce qu'il fallait faire au niveau des communes, au niveau des maires. La différence, c'est que lui, il le fait. Voilà, moi, j'en parle et lui, il le fait. Donc, concrètement, allez voir de son côté. C'est quoi SOS Maire? C'est dire à des élus, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement, à mon avis, que des élus qu'il faut aller voir, mais c'est vrai qu'ils sont un point d'entrée particulièrement intéressant. Allez voir des élus en leur disant, genre leur expliquant un petit peu des choses, et en leur disant ce que vous devez faire, c'est sortir du déni et ouvrir vos portes à des alternatives. Parce que souvent les gens disent mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je suis un petit maire, j'ai pas d'argent, etc. Mais pas besoin d'argent. Juste vous faites une com sur votre site web quelque part, sur les réseaux sociaux, ça coûte rien, en vous disant chez nous, on est ouvert à étudier des projets de transformation socio-environnementale. Bon, effectivement, il faut le dire d'une autre manière. Il faut que les gens viennent. Mais grosso modo, c'est ça que ça veut dire.
Il faut des projets de transition vers la résilience. Et donc, si vous avez un projet de créer une économie locale, production locale de ceci ou de cela en circuit court, venez. Si vous avez un projet de monnaie locale, welcome. Si vous avez un projet pour faire de la permaculture ou de l'agroécologie ou de l'agroforesterie, welcome. Si vous voulez créer une coopérative de gestion collective, de production collective de l'énergie entre citoyens, pareil, etc. Et en fait, le truc, c'est juste dire ça. Dire juste aux gens, venez. Et je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui viendront et qui vont se démerder tout seuls. Voilà. Vous n'avez rien à faire de plus que ça. Monsieur, vous allez peut-être être le dernier parce que je suis déjà en train de déborder, mais je prends ma responsabilité. On déborde. Très bien. Bonjour. Actuellement, sur Terre, je crois que nous sommes 7,5 milliards d'êtres humains et à plus 8. Et les prévisions pour la fin du siècle sont de l'ordre de 15 milliards, voire 20 milliards. Le problème essentiel ne serait-il pas avant tout démographique, étant donné que nous sommes dans une Terre avec des limites finies et que notre population ne pourra pas être infinie? Je vous encourage à regarder déjà les prévisions des démographes depuis des décennies. Vous verrez ce que les démographes prévoyaient comme population en 1950, en 1960. Ça se trouve, je n'ai pas la référence comme ça à vous donner, mais ça se trouve. Et vous verrez qu'ils ont systématiquement eu tort. Ce que je veux dire par là, c'est que les démographes procèdent par... je vais essayer des démographes dans la salle, ils ne vont pas être contents, hein, mais... Et ils procèdent par des prolongations tendancielles essentiellement, et ils ne savent pas intégrer à leur modèle la rupture. Voilà. On ne sera pas 15 milliards en 2100. Voilà. On ne sera pas 15 milliards en 2100. Est-ce qu'on sera encore 7,8 milliards? Je ne sais pas. On va continuer à monter un peu, puis on va redescendre. Bien ou mal, mais en général, il y a plein d'endroits où ça ne va pas être bien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Néanmoins, la question de la démographie est une question évidemment très intéressante et très importante, et elle est extrêmement difficile à maîtriser, elle est très subtile. Il y a énormément de bêtises qui sont dites là-dessus. Des gens qui disent « Non, c'est pas un problème démographique, non, c'est un problème de mode de vie, etc. C'est pas les Indiens qui détruisent le monde, c'est nous, c'est les riches, c'est machin. » Bon. Et d'autres qui disent « Mais si, c'est un problème démographique, c'est exclusivement un problème démographique, regardez combien on est nombreux, regardez la courbe, regardez ceci. » Les deux ont tort, les deux ont raison. Il y a un véritable problème démographique, mais il n'est pas planétaire. Il est local. Le problème démographique, c'est un problème qui est local. Voilà. Il y a des endroits, c'est essentiellement les villes ou les conurbations, où ce sont les deltas vivriers, où il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui. Ça tient uniquement en ville, parce qu'on est dépendant de chaînes d'approvisionnement à flux tendu, avec tout le temps qui nous rapportent des choses, et des ressources, et de l'énergie et de la bouffe, qui viennent de très 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 loin, parce qu'évidemment, on ne peut pas se nourrir tous, aussi nombreux qu'on est, avec ce qui est produit sur le territoire. Et une fois qu'on va avoir un problème pour assurer ces chaînes d'approvisionnement, il va y avoir un vrai problème démographique ici. Et puis il y a les deltas vivriers, où il y a énormément de gens parce que c'est très très productif, où c'est un véritable problème à cause du dérèglement climatique et de la montée des eaux notamment. Parce qu'aujourd'hui ça produit beaucoup, mais le jour où ça commence à produire moins, voire beaucoup moins, il va y avoir un gros problème démographique. On peut dire ça également des villes qui sont en contrebas de chaînes de montagne, où le flot d'eau va se tarir progressivement, et on va avoir de gros problèmes démographiques. Donc oui, on est beaucoup trop nombreux, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un est suffisamment... Enfin, bien malin celui qui saura dire, très honnêtement, sur Terre, on peut être que X milliards. Voilà. Pour mon avis, ça n'a aucun sens. Enfin, on n'est pas capable de dire ça. Si nous étions le même nombre, mieux répartis, ou répartis différemment, peut-être que ça marcherait, j'en sais rien. Toujours est-il que le monde est tel qu'il est, et dans le monde dans lequel on vit, il y a un grave problème démographique, mais ce n'est pas juste on est trop nombreux sur Terre, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il y a des endroits où on est beaucoup trop nombreux, et ça va péter. Et que lorsque nous sommes très nombreux à un seul endroit, il y a la bétonisation et la destruction des terres et la destruction des sols, etc. Donc ça va avec. Ça va avec. Alors que quand on est plus réparti, on abîme beaucoup moins la planète. Tout à fait. Je suis navrée, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Une, mais rapide. Alors archi rapide parce que déjà je vais me faire gronder, mais... Bonjour. J'essaie juste de faire rapidement par rapport à la fin de votre conférence. Merci aussi pour votre intervention. Je voulais savoir ce que vous pensiez du mouvement Extinction Rebellion, tout simplement.
Merci, merci. C'était une question que je voulais aussi lui poser. Je vais leur parler ce soir pour info. Voilà, ils m'ont invité, mais comme ils sont très secrets, je ne sais pas encore ni où, ni quand, ni le format. Donc ça va être très, très rock'n'roll. Mais Extinction Rébellion. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Je veux froisser personne. Je trouve que c'est un mouvement qui dans l'énergie et dans la manière de faire, est bien. Pour certains, ça va trop loin. Connerie. Pour d'autres, ça va pas assez loin. Ça se discute. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon juste milieu pour commencer quelque chose. Les revendications qui sont faites, je suis pas aligné avec ces revendications. Je pense que ce sont des revendications impossibles. Je pense que c'est réclamer à des gens qui ne comprennent, qui ne veulent et qui ne peuvent pas des choses qui ne donneront donc pas. Et je pense qu'il faut faire changer le système, pas demander au système de changer. Pas dire aux dirigeants respecter les accords de Paris sur le climat. Même s'ils voulaient, ce qui est loin d'être gagné, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. On va en rester là. Vous voyez, le patron est arrivé, je commence déjà à me faire gronder. Mais ça valait la peine, ça valait vraiment la peine, Arthur. Merci beaucoup, franchement. Merci, Caroline. Et j'espère qu'on vous reverra. Et